Pour commencer, sans perdre une minute, je convie sur scène Samy Lichty, qui est donc président de Black Sox. De manière à ce que vous compreniez mieux, je suggère que nous visionnions un rapide clip. Who has the smartest socks in the world? We do. We launched the subscription in 1999, convinced that mankind is made for greater things than sorting socks. Sock sorting is now made by an eye. It's basically pretty difficult to tell socks apart. To achieve this, all socks are fitted with a built-in communication button in form of an RFID chip. This makes every sock unique. We call it Plus. Communication button on the socks is not enough to communicate with the iPhone. Fortunately, until now, iPhones could not communicate with RFID. Your iPhone does not understand your Plus socks. We have for socks. This is why we have developed our Black Socks app. Take any Plus sock, scan the chip, and as soon as you find the right partner, the app will make a noise and the sock will be considered as washed. Some cynical woman may claim that this is the only way a man could sort his own socks. Thanks to smarter socks, you can now tell where your socks come from, what their life has been like, and who they belong to. This gives every sock a little CV. Admittedly, it would not be enough to apply for a job, but gives you more information on the sock than ever before. Sometimes socks split up too, but it's not normally down to differences of opinion or because one sock finds a younger model, it's because one of the socks get lost or damaged. And we thought about this as well when we developed the app. If you have 2 single socks left over, they can join up for a while. Our Black Socks app can do more than just sort socks. We have developed the Blackometer for those who have not bought socks from us and do not want smart socks. We hope you're not somebody who sees everything black, but this is still important to check how black your socks are. If this is something you find hard, the Blackometer in the app can help. You use the camera of your mobile phone to measure how black your socks are. Also, the app does incorporate some scientific findings used in evaluating satellite images. You don't need to be an expert to use it. The app does give a clear signal in form of traffic light. Of course, you can also use the app to replace your worn-out socks with new ones from the shop and manage your sock account. Moi, je pense qu'il y a des autres problèmes qui ne sont pas encore résolus, qui sont beaucoup plus importants que ça. Mais en tout cas, de point de vue chaussettes, on a maintenant résolu tous les problèmes. On a commandé il y a 15 ans avec l'abonnement chaussettes. Pourquoi? Parce que les gens n'aiment pas acheter des chaussettes, il leur faut tout le temps. Et puis en plus, ceux qui lavent les chaussettes d'eux-mêmes, il faut les trier après avoir lavé. Et puis ils sont tous quasiment les mêmes, mais seulement presque les mêmes. Alors pour ça, il y a vraiment un boulot à faire pour les mettre ensemble. Et puis en plus, les gens perdent des chaussettes. Et puis normalement, ils ne perdent pas une paire, mais une seule. Qu'est-ce qu'ils font les Européennes? Ils mettent une à côté, et puis pensent un jour, je vais retrouver l'autre. Mais je peux vous dire, ils ne vont jamais retrouver l'autre. Alors pour ça, ils ont tous des chaussettes, on les appelle célibataires, tout seuls, qui n'ont plus accès famille. Et puis, avec un abonnement chaussettes, c'est résolu. Alors c'est pour ça qu'on a lancé l'abonnement chaussettes il y a 15 ans. Et puis, avec ce projet-ci, on a résolu un problème en supplémentaire. C'est parce que même si les chaussettes étaient livrées en même moment, on ne savait jamais exactement quand les chaussettes, ou bien avec quelles chaussettes ils viennent ensemble. Maintenant, ce problème est résolu. Et puis en plus, ça, ce qui est important pour nous, tout d'abord, on a eu énormément d'RP avec ça. On a eu plus que 500 clippings. Le vidéo a été vu par plus que 200 000 personnes. Et puis, on a presque doublé le trafic sur le site web.
Mais ça, ce qui était encore plus important, maintenant on sait exactement ça, ce que les gens font avec leurs chaussettes. Il ne faut plus faire des enquêtes parce que nous, on a les données. Alors, chaque fois que quelqu'un lave les chaussettes, il les trie après. On a des informations dans notre banque de données. Et puis maintenant, on a... moi, je ne sais pas si c'est Big Data, mais ça va dans ce sens-ci. En tout cas, on connaît exactement l'histoire de chaque chaussette. Et puis, les gens, le service après-vente peut, par exemple, dire vous avez lavé les chaussettes 15 fois, c'est normal qu'ils sont cassés. Alors là, on a beaucoup des informations supplémentaires. Probablement, vous vous demandez comment on peut avoir une idée comme ça. Ouais, c'est un besoin. Hein. Alors, l'abonnement chaussettes, là où il y a eu l'idée, moi j'étais consultant il y a très longtemps, et puis là mon chef m'a dit, écoute, demain on a des clients importants, viens dans la réunion, et puis mettons le costard le plus joli, c'est ça ce que j'ai fait. Et puis la réunion était avec des Japonais, le meeting était très bien, et puis après on était invité à une cérémonie de thé. Et puis là, il faut enlever les chaussures, et puis c'est ce que les gens ont vu, que les deux chaussettes que j'ai portées ne sortaient pas de la même famille. Ils n'étaient pas dans le même stade de vie non plus. Une était tout noire, l'autre était assez gris avec un petit trou, et puis c'était assez embarrassant. Moi, j'ai le plus jeune là-dedans. Ça m'a fait penser de l'interface entre les hommes et les chaussettes. Et puis, il faut dire que ce sont deux choses très paresseuses. Les chaussettes ne bougent pas, les hommes ne bougent pas, et puis c'est là où j'ai eu l'idée pour l'abonnement. Et puis petit à petit, on a développé l'entreprise. Maintenant, on a 60 000 abonnés actifs, dont 75 payent. Alors, on peut dire qu'à Rwanda, on a 100% du part de marché dans le domaine des chaussettes online, avec un client. Non, on fait à peu près 40% des chiffres d'affaires en dehors de la Suisse, mais petit à petit, maintenant, le marché les plus importants, point de vue croissance, ce sont les États-Unis, l'Angleterre et l'Allemagne, tous ces grands marchés. Et puis ce projet-ci était vraiment un showcase pour faire marcher ça. On a eu plus qu'une demi-million de tweets sur le sujet-ci, et puis à peu près le même montant de remarques dans Facebook. Alors c'était quelque chose qui a été vu, et puis moi je le referai en tout cas. Et puis en plus ça nous a donné l'occasion d'apprendre comment les gens utilisent leur smartphone, comment ils font, qu'est-ce qu'ils font exactement, et puis dans combien de temps une app est employée. Alors, merci beaucoup. Si vous voulez re-regarder le film, il est sur le site web. Moi, je n'ai pas fait une version française parce qu'on a tourné le film le jour même où ma fille était née. Et puis, après la version allemande et anglais, je ne pouvais plus. Merci beaucoup. Merci en tout cas. Merci. Alors évidemment, au-delà de l'anecdote, vous imaginez bien d'une part l'adaptation que ça nécessite par rapport à un modèle ancien, et puis toutes les options qui peuvent être retenues pour d'autres modèles économiques. Second cas ou second exemple d'entreprise avec Xavier Guillon, qui est directeur de la stratégie santé de Citizen Science, qui effectue et qui produit des objets, des textiles connectés. Là encore, rien de tel un court film de manière à présenter votre activité.
nettement moins drôle que les chaussettes, j'en conviens. Je vais vous présenter Citizen. C'est une société qui a été créée en 2008 et qui avait pour but de mettre les sciences au service du citoyen, d'où le nom. Et c'était aussi pour pouvoir aider des personnes qui avaient des problèmes de santé, et notamment les personnes qui travaillaient dans la montagne. Et nous étions partis du constat qu'une crise cardiaque, je suis désolé, c'est vraiment pas drôle, mais bon, une crise cardiaque se déclenche une semaine à peu près, une semaine, 10 jours après que les premiers signes soient apparus. Et l'humain ne met pas forcément les bons mots sur ce qu'il ressent. Donc la technologie permet d'affiner ce genre de choses. Donc apporter de l'aide à un humain, c'est avant tout lui faire accepter quelque chose d'un corps étranger. Et nous avons observé ce que nous faisions, et lorsque nous sortons de chez nous, enfin a priori, lorsque nous sortons, nous avons 3 choses. Nous avons nos clés, notre téléphone et nos vêtements. Maintenant, sans me tromper, je pense que vous oubliez 2 choses, à savoir les clés et le téléphone, mais pas les vêtements. Enfin, vous me dites si je me trompe. Et du coup, nous sommes lancés dans le textile. Le textile, nous avons fait un benchmark mondial et en fait, nous nous sommes aperçus qu'il n'y avait aucun textile connecté, c'est-à-dire véritablement 2 entreprises, 2 secteurs, à savoir le secteur du textile, qui est un secteur qui a quelques siècles, et la microélectronique ne s'étaient jamais rencontrés. Et donc le pari et le challenge technologique était d'encapsuler, je suis désolé, le mot n'est pas beau, d'encapsuler des capteurs et des nanocapteurs en ce moment dans du fil qui après va être tissé pour obtenir un support quel qu'il soit. Puisque donc là vous avez vu des t-shirts noirs aussi, donc on va peut-être pouvoir travailler ensemble pour les différencier. Mais ça peut être aussi donc un bas de pantalon, ça peut être un siège automobile, des rideaux, enfin peu importe. Le but étant de remonter des informations d'un être humain, enfin d'un être vivant, puisque nous nous occupons aussi des animaux, notamment les chevaux. Et toutes ces informations vont être prises, analysées pour, selon le but ultime, savoir par exemple, nous allons permettre d'améliorer les performances chez des sportifs, comme ceux que vous avez vu courir derrière nous, ou alors pour permettre d'anticiper des problèmes pathologiques, ou tout simplement, d'ici 2-3 ans, permettre des moyens de paiement nouvelle génération, puisque la signature cardiaque est une signature unique. Donc on peut tout à fait imaginer que vous sortiez chez vous accompagné de votre t-shirt et de vos chaussettes noires, bien sûr, et que vous vous présentiez à un terminal de paiement et juste par le signal cardiaque, vous soyez reconnu, autorisé pour payer. Et donc vous repartiez avec la marchandise que vous avez achetée. Derrière le textile connecté, nous avons fait un consortium à la fois avec des entreprises françaises, en l'occurrence Éolane pour la microélectronique, le groupe Payen dont vous avez peut-être entendu parler il y a quelques années au moment des JO. Payen est la société qui a fabriqué le maillot de bain d'Hippo de requin, qui a été interdit de JO car trop performant. Et nous avons aussi des académiques, notamment Télécom Bretagne, qui va développer et qui est reconnu mondialement pour la qualité de ses capteurs, mais aussi dans les partenariats, nous avons le CEA Leti. Parallèlement à cela, nous avons des soutiens. Nous équipons des équipes nationales comme le Stade Toulousain, l'AS Saint-Étienne, des équipes de foot aussi. En ce moment, c'est important de le souligner. Et nous avons aussi des soutiens de l'État avec la BPI qui nous a permis de concevoir et de fabriquer la machine qui n'existait pas et qui fabrique le textile connecté. Nous faisons partie des 34 projets de la Nouvelle France industrielle et des 10 qui ont été soutenus par François Hollande directement. Là aussi, la technologie que vous voyez, ce n'est pas du chauvinisme, mais c'est juste pour que vous puissiez peser le poids de cette technologie, c'est que pour la première fois au monde, dans un accord bilatéral, une société a été nommément écrite sur le document entre un accord franco-japonais signé par le président Hollande et le Premier ministre japonais et qui reconnaît que Citizen Science a à peu près 2 ans d'avance dans les textiles connectés. Donc le petit film que vous avez vu, c'est une véritable révolution et je pèse mes mots. Puisque de là, vous allez donc extraire des informations. C'est donc une plateforme qui est ouverte.
vous pouvez plugger différents devices dessus. Et nous avons, parallèlement à cela, développé aussi une plateforme de big data qui se trouve à Brest, à côté de Télécom Bretagne, qui va prendre ces datas et les envoyer donc, sous différentes formes, selon les besoins de nos clients finaux, pour vraiment apporter notre pierre à l'édifice, à la fois en matière de performance sportive ou de santé ou tout autre domaine. Voilà, j'ai fini ma présentation. Merci. Merci, et nous allons prolonger cette fois-ci avec des objets connectés, avec une entreprise qui a également la particularité d'avoir été fondée en 2008. Donc je convie Alexis Normand, qui est manager en charge du business development chez Weezings. Bonjour. À nouveau, un rapide film de manière à vous présenter son activité. Bonjour, merci de votre accueil. Donc, comme vous avez pu le voir, nous cherchons à faire des objets de désir, des objets qui se veulent cool et sexy, mais sur quelque chose qui est en fait très sérieux, qui est la santé. Et ça, je crois, puisque j'ai 6 minutes pour vous décrire un petit peu la vision de Weezings, c'est vraiment au cœur de ce qu'on veut faire, c'est-à-dire nos objets ont pour effet de pousser à des comportements de prévention, mais vous n'allez pas convaincre les gens de prendre en charge leur santé en leur expliquant le bénéfice qu'ils vont en retirer dans 10 ans. Et donc, ce à quoi on s'attache précisément, c'est de produire des objets, un écosystème d'objets pour suivre sa santé, qui va vous séduire immédiatement. Et donc l'essentiel de l'effort de conception qu'on met derrière, c'est l'expérience utilisateur, c'est la simplicité d'usage. Du coup, c'est également l'idée que dans cette simplicité d'usage, l'objet devienne presque invisible. Alors on ne fait pas seulement des objets qui se portent, on fait des objets aussi, donc une balance ou des objets que vous mettez sous votre matelas pour suivre votre sommeil. C'est quelque chose qu'on lance au mois d'août. Alors à quoi ça sert ? L'objectif est vraiment de permettre à chacun de construire un tableau de bord de sa santé. Et pour prendre une analogie, aujourd'hui, vous seriez très mal à l'aise de conduire une voiture sans tableau de bord, qui ne vous dirait pas quelle est votre vitesse, combien il vous reste d'essence. Et de la même manière, vous freinez du coup quand vous allez trop vite. Eh bien, nous, on pense que bientôt, peut-être, dans quelques années seulement, vous serez très mal à l'aise. Ce sera une bizarrerie aussi de ne pas avoir un tableau de bord de sa santé qui vous prévienne des risques que vous encourez. Alors, tant qu'on est en bonne santé, comme moi, l'usage n'est pas aussi immédiat, mais dans un contexte de vieillissement démographique, de multiplication des actes médicaux dus aux maladies chroniques, on pense que ça va devenir de plus en plus nécessaire. Alors, ayant dit cela, donc on fait le principal impact de nos objets, c'est de créer un suivi, de créer un suivi qui n'est pas imposé par le monde médical, que les gens ont envie de faire, qu'ils acceptent, qu'ils font pour eux-mêmes. Et ce suivi s'opère parce qu'il est simple. Et c'est à ce moment-là qu'on retrouve finalement des effets traditionnels bien connus
de l'automesure en médecine, qui est le fait de se suivre vous permet de progresser. Alors ça, c'est une intuition qu'on peut tous avoir. On voit bien que c'est plus peut-être la suite d'un ensemble de micro-décisions qui vont vous permettre d'atteindre un objectif, si c'est la perte de poids ou la réduction de votre tension, qu'une grande résolution du nouvel an. Cette intuition, comme les objets sont connectés, on a aussi la possibilité de la valider en faisant des statistiques agrégées sur nos objets qui nous permettent du coup de tester ce qui marche, d'être extrêmement réactif. Alors on voit typiquement que plus les gens se pèsent, en moyenne, plus ils perdent du poids. On voit des choses plus amusantes. Par exemple, si vous avez, comme moi, un bracelet connecté pour suivre son activité, on peut se défier. Et on s'aperçoit que plus les gens ont d'amis dans leur classement personnel, plus ils marchent. Un ami vous fait marcher en moyenne 500 pas de plus par jour. Quand vous comparez, et donc 2 amis, 1000 pas. Et alors, effectivement, quand vous avez... après, c'est 500... alors, ça, c'est sur la prévention. Cette prévention, on arrive un peu à la chiffrer parce qu'on voit la perte moyenne de poids de nos utilisateurs. Et chez des personnes en surpoids obèses, eh bien, en fait, c'est une baisse de dépenses de santé à l'arrivée, puisque c'est une diminution du risque, notamment cardiovasculaire. De la prévention, on passe vite à la détection précoce. Mais, et c'est ça vraiment le renversement, c'est que ce n'est pas des objets qui sont poussés par les médecins, c'est des objets que les gens achètent pour eux-mêmes, qui, dans un deuxième temps, sont utilisés par des médecins pour faire du suivi de maladies chroniques. Et donc, on a pas mal d'exemples de CHU, comme celui de Toulouse, qui vont utiliser nos PES-personnes pour suivre des patients diabétiques à domicile. On a des centres de télémédecine qui utilisent la donnée de poids pour suivre, par exemple, l'insuffisance cardiaque. Si vous êtes diagnostiqué comme à risque, eh bien, le fait de prendre 2 kilos en 2 jours est un signe avant-coureur, parfois, qui permet d'éviter une hospitalisation. Donc, on voit bien qu'on fait de la prévention, on crée des instruments de détection précoce et on permet également, en réalité, progressivement, à partir de ces données, de faire presque de la prédiction. C'est-à-dire qu'on peut ensuite utiliser l'intelligence collective créée par toutes ces données pour identifier des modèles de personnes qui vont réagir plus ou moins bien à un coaching et du coup pousser le bon message. Donc, pour ne pas rentrer dans dans trop d'abstraction, c'est vraiment l'idée qu'avec les objets connectés, en fait, on a maintenant la possibilité d'adapter le service aux usages beaucoup plus vite que si vous deviez lancer une nouvelle gamme de voitures. Encore un exemple de ça. Sur ce bracelet connecté, on a testé plusieurs algorithmes pour calculer le nombre de pas à partir de l'onde de choc. Eh bien, on a déployé une dizaine de logiciels sur tout le pool de nos utilisateurs et on a comparé les résultats au sentiment de fiabilité qu'en avaient nos usagers. Et à partir du moment où on a trouvé celui qui donnait le plus de satisfaction, on l'a déployé à tout le monde. Donc on voit bien qu'on est dans une... si vous voulez, la donnée permet d'améliorer le service et elle permet enfin d'imaginer aussi, permettre à chacun de se comparer à la masse de tous les utilisateurs. Donc je conclurai sur le fait que pour que ces objets restent des objets de désir, il faut également rappeler quelques principes très fondamentaux, qui est le partage de la donnée est extrêmement utile pour améliorer le service, mais ne peut se faire, et bien sûr, qu'avec le consentement explicite des utilisateurs, en protégeant donc la vie privée de chacun, bien sûr. Voilà, je vous remercie. Au revoir. Cette dernière précision était effectivement utile. Merci Alexis pour cette présentation. Je vais convier cette fois-ci Bertrand Busson, qui est cofondateur de Shapealize.com, qui lui ne bénéficiera pas d'un clip ou d'une vidéo pour présenter son activité, mais de l'assistance de cette machine. Bertrand, c'est à vous. Bien, bonjour à tous, merci de votre invitation. Alors moi j'ai pris des notes parce qu'on a déjà parlé imprimante 3D ce matin. Donc, je m'appelle Bertrand Busson, je suis cofondateur du site Shapealize.com qui parle forcément d'impression 3D, mais pas que, parce que forcément une imprimante ne marche pas sans un fichier 3D. Donc là-bas vous avez un scanner 3D, j'ai déjà scanné des gens, c'était la première fois en plus, donc c'est très bien. Donc là effectivement une imprimante 3D.
Et donc, nous fabriquons des pièces imprimées en 3D et aussi des projets complets. On travaille beaucoup avec des startups, étant nous-mêmes une startup, et on fête notre premier anniversaire au mois de juin. Donc, on n'a pas encore de film. Donc, j'ai posé 3 questions, les 3 questions de base. Est-ce qu'avant de venir ici, vous avez déjà vu une imprimante 3D? Vous levez la main, s'il vous plaît. Donc, il y a 1 an que je fais des conférences, tout juste, personne ne me prédisposait à faire des conférences sur la 3D, je suis prothésiste dentaire. Donc voilà. Deuxième question, qui a acheté déjà un objet imprimé en 3D? Ou qui porte actuellement un objet imprimé en 3D? Personne. Alors, ceux qui sont allés chez le dentiste, ceux qui sont allés chez le dentiste ces 10 dernières années, peut-être ils ont une couronne qui a été imprimée en 3D partiellement. Parce que nous, on utilise les imprimantes 3D industrielles pour fabriquer de la production industrielle et non pas des prototypes. Et troisième question, qui sait dessiner en 3D, la plus importante? Alors, les gens qui lèvent les mains, vous me donnez vos cartes parce que vous m'intéressez. Forcément, s'ils se dessinent en 3D, c'est que je peux l'imprimer. Donc, l'impression 3D, alors pour ne pas être chauvin, ça a été inventé en France il y a 30 ans. C'est le 30e anniversaire, ça a été inventé le 16 juillet 1984 par 3 Français à Marcoussis dans le 91. La société, c'était Silas Alcatel, elle n'a pas du tout cru en ces 3 inventeurs. Elle a dit, les gars, retournez bosser. Chuckles, un Américain, a déposé 22 jours plus tard la même invention. Naturellement, lui, il est milliardaire. Il fait entre 4 et 5 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est pour vous situer, c'est français. Donc la France, effectivement, depuis longtemps, a des idées. Est-ce que l'impact de l'impression 3D va être forte? Ben oui, il y a un impact fort parce que ça change la création. Vous pouvez créer n'importe quel objet puisqu'il est imprimé par couche, donc vous n'êtes pas bloqué. Ça a un impact sur la fabrication, forcément, puisque ça imprime un objet, mais ça n'utilise exactement que la matière que vous avez besoin. Si c'est en métal, en titane par exemple, ça n'utilise que 100 grammes de titane, si le volume fait 100 grammes. Et la consommation, bah forcément, puisque naturellement on peut imprimer à la maison, on peut imprimer dans les Fab Labs ou Fab Shop, on peut imprimer dans les usines qui impriment pour vous des pièces même industrielles. Donc là aussi, je pense que ça va impacter vos métiers à vous aussi. Donc on peut imprimer beaucoup de choses, du métal, de l'or, de l'argent, du palladium, du cuivre, énormément de choses, du plastique, de la résine, du silicone, des aliments, des cellules, bien évidemment, des maisons, etc. Donc dans le e-commerce, oui, je vais prendre un truc qui s'est passé, je crois, l'année dernière, où on a vu tout à l'heure un drone qui allait livrer, donc je crois que c'est Amazon qui allait livrer en drone. Monsieur Grandjean, qui n'est pas là peut-être, mais il a dit moi je vais livrer par téléportation. Donc pour l'instant ils sont à un partout, on est au foot. Je vais mettre un deuxième point à vente privée, parce qu'il y a une imprimante l'année dernière qui a été inventée aux États-Unis qui s'appelle la Zeus. Disons que j'ai mes enfants qui sont à Tahiti, à l'autre bout du monde, ils ont une imprimante, ils m'ont fait en figurine, je ne peux pas les voir, ils la mettent la figurine dans la machine, ils s'appuient sur le bouton, j'ai la même à côté de moi et ça l'imprime. Donc c'est presque de la téléportation, c'est Star Trek. Donc ça vous dit un peu, vous pouvez fabriquer n'importe où dans le monde, un designer qui ferait un sac ou des chaussures ici pourrait très bien, sous licence, le fabriquer dans un Fab Lab ou une usine 3.0 au Japon et toucher des royalties. Donc les gens qui font de la 3D, qui font du design, forcément ont un avantage par rapport aux autres. Et je pense que c'est bien pour la création et pour le design. Excusez-moi, j'ai pris des notes. Donc, un autre chiffre, on parlait de Fab Lab. Le Hub Institute m'a invité à faire une conférence au début de l'année où je disais qu'il y avait à peu près 500 Fab Labs dans le monde. On est au mois de juin, il y en a 5000. Et donc, le drone d'Amazon rayonnait 16 km autour du lieu de livraison. Et 750 millions de personnes à moins de 16 km. Et c'est vrai, c'est les deux mêmes chiffres. Il y a sans doute un lien, peut-être mystique, où vous avez à 16 km de chez vous une imprimante 3D. Donc, un site qui s'appelle Hub répertorie dans le monde entier toutes les imprimantes et vous pouvez faire fabriquer l'objet de vos rêves près de chez vous. Donc ça, c'est très important aussi. La démocratisation des imprimantes 3D n'est pas qu'industrielle, elle est aussi maintenant pour les particuliers. Les particuliers vont prendre ce moyen pour fabriquer. Naturellement, on ne peut pas encore tout fabriquer, mais ça va très, 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 très vite. Donc, il y a un autre anniversaire, c'est les 10 ans. Dr Adrian Boyer, maître de conférence de génie mécanique au Royaume-Uni, en 2004 a fondé RepRap. C'est une imprimante en kit qui a été commercialisée à partir de 2006. Vous achetez une imprimante, vous la montez vous-même. Dès qu'elle marche, elle peut fabriquer 50% de la deuxième. Donc ils ne savent même pas combien il y en a sur la planète. Donc imaginez le boom. Il y en a en Inde, en Afrique, partout. Donc ça, c'est aussi
très intéressant, l'imprimante 3D maintenant, c'est la démocratisation d'un système qui a 30 ans, donc les brevets durent 20 ans pour les juristes dans la salle et les autres. Donc l'année prochaine, il y a plein de brevets qui tombent, dont les imprimantes métalliques qui impriment des pièces en métal. Donc la plus grosse fait des pièces de 4 mètres, elle est en Chine et en titane. Encore 2 minutes, donc ça va être chaud. Une étude américaine montre qu'une famille de 4 personnes qui achète ce type d'imprimante qui coûte 750 €, donc c'est vraiment pas cher, peut l'amortir en 1 an. Naturellement, vous avez un tuyau de PVC pour accorder un évier, ça coûte 4 €, ben là ça va vous coûter même pas 1 €. Vous avez une accroche de douche qui est tombée, un support de n'importe quoi, une pièce. Donc ça, pour tout ce qui est pièces détachées, c'est révolutionnaire. Vous pouvez carrément l'imprimer chez vous ou près de chez vous. Donc 750 € amorti en 1 an. Le phénomène est mondial. Un fichier qu'on utilise, c'est le fichier STL, qui a été inventé par l'américain Chuckles, qui a inventé la stéréotographie. Vous envoyez un fichier n'importe où dans le monde, on peut l'imprimer. Il y a d'autres procédés, donc, comme pour imprimer les maisons. Vous avez vu ça sur Internet. Vous pouvez sûrement plus tard dessiner votre maison par Internet et la commander, on vient l'imprimer chez vous. Vous avez aussi l'alimentaire. Alors ça, c'est un gros boom. Nous, on a importé, au départ, pour déconner, excusez-moi du terme, une imprimante qui imprime en 3D et en chocolat. Mais ça fait 2 fois que je passe à la télévision, c'est un truc de fou, ça. Parce que forcément, ça ne consomme ce que vous avez besoin. Donc imaginez, plus tard, vous êtes bloqué dans un embouteillage, vous avez un repas, vous appuyez sur un bouton, je veux une pizza, ça vous imprime la pizza à la maison, vous rentrez, vous mangez la pizza. Il n'y a pas de déchets. Donc ça, les Américains se sont aperçus que mettre ça dans une station orbitale, dans un truc où c'est vraiment dangereux de gâcher la nourriture, ça optimisait les ressources. Donc forcément aussi, construire des maisons sur la Lune, sur Mars, c'est deux autres projets. Enfin, on peut faire maintenant des burgers. Donc le premier burger l'année dernière a été imprimé avec des cellules. Donc imaginez, on ne tue plus l'animal, on imprime des steaks qui ont le goût d'une vache normande. Et la vache normande, elle est encore vivante. Et naturellement, on dit que 50% des pièces dans le futur seront imprimées dans le médical. Donc là, je suis bien placé pour le savoir. Forcément, moi, quand j'ai commencé en 98, même en 95, j'imprimais des pièces principalement dans le médical. Là, c'est des cellules qu'on va imprimer. Donc, c'est vos organes malades ou à réparer. Donc là, c'est proche de l'immortalité. Donc, je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, je vous scanne en 3D tout à l'heure. Il y a sans problème. Merci pour cette effectivement présentation qui ouvre à nouveau beaucoup de perspectives très concrètes et aussi bien personnelles que professionnelles. Donc c'est l'occasion d'échanger dans le cadre de l'espace networking. Enfin, je souhaite convier sur scène Thierry Supernat, qui est directeur de la R&D du groupe Rennes. Alors Rennes, c'est une entreprise effectivement ancienne et à l'origine dans le domaine des toitures, qui est devenue faire des boîtes aux lettres. Et on voit que là aussi, elle connaît sa transformation numérique avec de nouvelles offres. Un rapide film également pour décrire cette mutation. C'est à Paris, dans ce hall connecté, qu'une toute nouvelle impulsion prend vie. Fini les boîtes aux lettres conformes à la norme de 1975, place aujourd'hui aux boîtes aux lettres et à colis intelligentes conçues par Rennes, répondant aux besoins nouveaux du e-commerce. Donc je suis le facteur, j'ai un colis à distribuer avec un numéro de colis. La montée en puissance du e-commerce génère l'envoi d'un nombre croissant de colis de différentes tailles, souvent incompatibles avec les dimensions des boîtes aux lettres actuelles. Dans ce contexte, la société Rennes travaille en partenariat avec La Poste depuis 2010 au développement de boîtes à colis mutualisées, privatisées le temps d'une livraison. Pour intégrer ces boîtes à colis dans le même espace, les boîtes aux lettres privatives sont devenues plus compactes. Le système connecté au portail web de l'immeuble prévient en temps réel le destinataire d'un colis par SMS, par mail et sur le moniteur vidéo placé à l'intérieur de chaque appartement selon les préférences déterminées par les résidents. Fini le paradoxe du consommateur en ligne qui doit se déplacer pour chercher sa commande. Le système intelligent est équipé de porte-noms et de serrures électroniques pour améliorer la sécurité. Les boîtes s'ouvrent avec le même badge que pour la porte de l'immeuble. Un tableau d'affichage numérique complète l'ensemble dans le hall. Pour moi, c'est le prémisse d'une révolution. Ce produit correspond à un nouveau mode de vie et donc à un besoin clairement identifié. Il est fonctionnel. Il correspond aux besoins exprimés par les professionnels qui vont l'utiliser, entre autres La Poste,
et par les utilisateurs. Le système évoluera vers ce qu'on appelle la reverse logistique, enjeu majeur pour le futur. D'autres évolutions sont prévues, telles que l'ouverture des portes via smartphone, la détection d'objets dans les boîtes ou encore l'ouverture au commerce de proximité. Cette expérimentation, présentée en première mondiale, annonce incontournablement les prémices d'une révolution. Voilà, bonjour à tous. Donc d'abord un petit mot sur la société Rens. Donc on est un industriel français et européen, 660 collaborateurs, un chiffre d'affaires de 80 millions d'euros, dont 16 millions en France. Et donc aujourd'hui, l'Internet révolutionne complètement nos modes de vie. Et donc on voit le courrier qui est en train de diminuer vraiment beaucoup. Et bien sûr suppléé par des messages électroniques. Et par contre, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que le trafic de colis, lui, il augmente énormément. Et donc notre réflexion a été donc justement de porter sur ces éléments-là. Et on a investi, donc, comme vous avez pu le voir dans le film, une expérimentation qui nous a coûté à peu près 350 000 euros, qui a été réalisée en collaboration avec La Poste, qui est installée dans 80 logements parisiens et qui nous permet donc de tester en grandeur nature cette nouvelle boîte aux lettres et à colis intelligente qui est connectée. Le bilan, il est un petit peu trop tôt pour le faire puisque l'expérimentation a commencé en octobre 2013 et donc les chiffres sont encore un petit peu difficiles à analyser et en tout cas confidentiels pour l'instant. Mais en tout cas, il y a des grands avantages qui sont quand même déjà qui ressortent. Alors d'abord, déjà pour les e-commerçants, puisque simplement les gens, quand on est venu installer cet ensemble, tout de suite, une grande majorité a dit que en fait, ça lui donnait envie d'acheter plus par Internet. On a un bel objet et donc du coup, on a envie de l'utiliser plus. Pour les consommateurs, ils sont ravis de ce confort supplémentaire qu'ils ont. Donc avant, ils commandaient à la maison et maintenant, ils reçoivent à la maison. Et d'ailleurs, en fait, on se rend compte que 77% des colis sont récupérés en moins de 5 heures. Donc c'est dire quand même à quel point le dynamisme et la rapidité des e-consommateurs. Autrement, les opérateurs postaux, donc, eux, sont très satisfaits puisque ça augmente vraiment de beaucoup le taux de réussite de la première livraison, dès la première livraison, avec des boîtes que vous avez pu voir de différents formats et même certains qui sont, qu'on appelle nous encombrants, donc qui permettent de récupérer des très grands objets. Alors où en sommes-nous aujourd'hui ? En fait, donc, les industriels des boîtes aux lettres, notamment, ont décidé de se mettre ensemble pour créer un syndicat professionnel qui s'appelle le SIPCO, le syndicat des industriels des boîtes aux lettres et colis, qui a maintenant 2 ans d'existence et dont je suis le président. Et donc on essaye, à travers la Fédération des industries de la mécanique et également au sein de l'Union de normalisation de la mécanique, de pouvoir créer les normes et de faire modifier tous les textes qui puissent permettre que ces boîtes puissent être installées dans tous les immeubles de France dans les prochaines années. On pense que les premiers produits devraient sortir à peu près en 2016. Voilà, donc le produit que vous avez vu, c'est un produit qui est destiné aux immeubles collectifs, donc il sera installé en bas des HLM, enfin de tout ce qui est collectif, mais il existe également une version pour les pavillons, pour les maisons individuelles. Donc ça concerne vraiment l'ensemble de la population. Bien sûr, il est totalement multi-opérateur, donc là on travaille en collaboration avec La Poste, mais il est prévu pour qu'il soit ouvert à tous les distributeurs de colis pour vraiment que ce soit standard, que ce soit quelque chose de très simple. Voilà, et puis il me reste juste à inviter ceux qui le souhaitent et ceux qui sont intéressés par ces nouveaux procédés. Je suis à leur disposition après s'ils le veulent. En attendant les drones. Merci effectivement pour cette illustration de la mutation, de l'évolution d'un secteur traditionnel que connaissent bien les professionnels de la vente à distance et qui effectivement approfondit la notion de service et de proximité.